Chers congressistes, bonjour et bienvenue. Je me présente, je suis Daria Georges, secrétaire générale adjointe de l'ISNA-IMG et interne à Strasbourg en 3e semestre. Le thème de ce 20e congrès est « Tisser des liens ». En entrant dans cette salle, vous avez ouvert une porte sur un réseau qui rassemble des médecins généralistes du monde entier. Au travers d'expériences durant vos stages, des témoignages de vos maîtres de stage ou des présentations en congrès, les raisons sont nombreuses pour se poser la question: comment l'expérience de l'international enrichit notre vision et notre pratique de la médecine générale? L'approche de la médecine à l'international, nous allons le voir, peut se faire à différents niveaux. Je vous propose d'ouvrir le temps de cette session d'une réflexion sur la richesse et les différentes façons de s'y projeter. Car oui, notre spécialité se structure au-delà des frontières, à travers le monde. Pour en témoigner, nous recevons avec joie 3 jeunes médecins généralistes qui sont engagés dans ce grand réseau. Ils vous donneront les clés pour vous approprier sa découverte. Nous pouvons saluer Dr Julien Artini, le président du réseau français de promotion de la médecine générale à l'international, Saint-Exupéry Network. Dr Artini est médecin généraliste à Toulouse. Nous recevons également parmi nous Dr Juliette Vandenrich, trésorière de Saint-Exupéry Network et médecin généraliste à Paris. Enfin, nous sommes heureux d'accueillir Dr Sophie Sun, médecin généraliste à Lyon et responsable des relations internationales à FireGP. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que j'ai été chargée de mission Relations internationales au sein du Bureau national de l'ISNA-IMG de janvier à octobre 2018. De ce fait, j'ai travaillé avec le Dr Artini dans le grand réseau de la WONCA, qui est l'Organisation mondiale des médecins généralistes. Le système de soins primaires et de ce fait la place et le rôle du médecin généraliste diffèrent d'un pays à l'autre. C'est ce que Dr Vandenrich, dans un premier temps, tentera de nous montrer en nous présentant 3 systèmes de soins primaires, celui de la France, de l'Angleterre et du Canada. Dans un deuxième temps, Dr Artini nous présentera les programmes d'échange existants ainsi que l'organisation du grand réseau mondial dans lequel ils s'inscrivent. Enfin, pour terminer, Dr San nous livrera son témoignage d'exercice à l'international et ce que ses expériences lui ont apporté. C'est parti. Comme nous l'évoquions il y a quelques instants, s'immerger dans un système de soins différent du nôtre permet de développer un autre regard sur notre profession et de nous ouvrir à des pratiques différentes qui peuvent être source d'inspiration. Dr Vandenrich, en quoi le système de soins primaires français diffère-t-il de celui d'autres pays? Bonjour à tous, Juliette Vandenrich, je suis médecin généraliste et trésorière de Saint-Exupéry Network. Donc moi je vais vous présenter 2 systèmes de santé internationaux et l'objectif de mon intervention c'est de vous montrer comment on peut envisager les soins primaires différemment de chez nous dans d'autres systèmes d'un point de vue économique et organisationnel. Donc dans un premier temps je vais vous présenter le système de santé au Royaume-Uni. Donc le système de santé au Royaume-Uni est un système beveridgien du nom de son créateur, Lord Beveridge, qui a été créé en 1982, et la NHS, le système national de santé, donc National Health Services, a été créé en 1948. Donc c'est un système qui est vraiment majoritairement public. Donc l'ensemble du système de protection sociale est géré uniquement par l'État. Et le principe de base, c'est une couverture universelle sur un critère de citoyenneté. C'est-à-dire que toute personne résidant sur le sol britannique bénéficie de soins gratuits, de prestations uniformes de santé, indépendamment de sa contribution et de son emploi. Et le système est exclusivement financé par l'impôt, par les impôts.
Donc, dans ces systèmes beveridgiens, l'accès aux soins est gratuit et il est organisé autour du médecin généraliste qui est gatekeeper. C'est-à-dire que pour rentrer dans le système de santé, ils sont obligés de passer par leur médecin généraliste et ils n'ont pas le choix de leur médecin généraliste, c'est imposé par la zone géographique. Par contre, les médecins dans les hôpitaux sont salariés et les médecins généralistes sont sous contrat avec le système national de santé NHS. Donc ce système, il s'oppose au nôtre, qu'on appelle des systèmes bismarckiens, et qui proposent des offres de soins qui sont mixtes, à la fois privées et publiques. Donc notre système, il est financé par les cotisations sociales des travailleurs. Le choix du médecin généraliste est libre par les patients. Bon, c'est plus ou moins vrai maintenant chez nous, mais à la base, c'était comme ça. Et les médecins sont majoritairement libéraux. Bon, ce modèle, il n'est pas resté comme ça tout le temps. Il y a eu une première réforme sous Margaret Thatcher en 1991, où sous l'impulsion d'un gouvernement conservateur, le système a connu une réforme plutôt d'inspiration libérale. Donc la philosophie de cette réforme, c'était d'introduire une logique de marché au sein de la NHS, en distinguant les fonctions d'acheteurs, qui étaient les soins primaires, donc les médecins généralistes, les cabinets de médecine générale, et les fournisseurs de soins, les hôpitaux. Et donc le pivot de cette réforme était d'accorder aux médecins généralistes de disposer d'un budget pour acheter des soins d'hôpitaux et des actes de spécialistes, sachant que les spécialistes sont majoritairement à l'hôpital en Angleterre, il n'y a pas beaucoup de spécialistes en vie. Et ces généralistes s'appelaient des GP Fund Poolers. Et donc, ce qui a introduit, donc ils ont mis en concurrence les marchés des hôpitaux pour obtenir des soins le moins cher possible. Et donc, les hôpitaux sont devenus des NHS Trusts qui étaient plus autonomes et logiquement plus responsables de leur financement puisqu'ils étaient soumis au marché. Donc, l'objectif de cette réforme, c'était de mieux réguler les dépenses et de décloisonner la bureaucratie. Bon, pour autant, ça n'a pas très bien marché parce que ça a aggravé les hospital waiting lists qui sont devenues plus importantes. Il y avait beaucoup d'attentes pour accéder aux spécialistes et ça a entraîné un développement du système de santé privé en parallèle avec l'introduction d'une médecine à deux vitesses. Donc, lorsque le Parti travailliste est arrivé au pouvoir en 1997 avec le Premier ministre Tony Blair, il dénonce la dégradation du système de soins. Donc la première chose qu'il va faire, c'est augmenter le budget de santé. Et il va passer de 7,2% du PIB en 2000 à 9,1% en 2008. Sachant que chez nous, aujourd'hui, les soins de santé représentent à peu près plus de 11% du PIB en France. Donc, sa réforme, il va créer les Primary Care Trusts, donc qui est un échelon régional de la NHS. Qu'est-ce que c'est les Primary Care Trusts ? C'est des groupements de soins primaires qui associent des généralistes, des infirmières, des représentants des services sociaux et des patients. Donc, ces Primary Care Trusts sont sur un territoire géographique qui dessert une population d'environ 100 000 personnes. Donc, au niveau budgétaire, la NHS leur attribue toujours une enveloppe financière pour négocier les contrats avec les hôpitaux, comme le faisaient les GP Fund Poolers. Et ces Primary Care Trusts sont gérés par des médecins généralistes, des infirmiers et des autorités sanitaires locales. Et par contre, ce qui est impressionnant, c'est que ces Primary Care Trusts, au total, ils gèrent à peu près 75% du budget de la NHS. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait comme le poids financier que représentent les soins primaires par rapport à chez nous. Ils ont beaucoup de pouvoir financier. Donc, en même temps, il y a eu la création des Foundation Trusts. Pour les hôpitaux jugés performants, ils bénéficiaient d'une autonomie en matière budgétaire et d'un investissement en choix et de financement. Et par ailleurs, il y a eu le National Institute for Clinical Excellence qui avait pour mission de veiller sur l'égalité et la qualité des soins. Donc ça, c'est intéressant parce que c'était mis en place en 1997, ça fait un moment. C'est vachement bien. Nous, on en parlait tout à l'heure pendant la... Donc, ensuite, en 2013, une politique s'oriente plus vers un système décentralisé avec la création des Clinical Commission Group et
et une politique plus libérale, avec un patient qui a plus le choix de son parcours de soins, puisqu'avant, il était obligé d'aller dans les hôpitaux qui étaient sous contrat avec les médecins généralistes, il n'avait pas le choix d'aller où il veut. Là, à partir de là, il a le droit de choisir entre plusieurs spécialistes. Donc, la création des Clinical Commission Groups sont des regroupements obligatoires de médecins généralistes qui ont pour mission d'organiser et de financer les services de santé pour la population et pour le territoire. Et donc l'idée, c'est que c'est le médecin généraliste qui porte l'expertise des besoins de leurs patients, et donc ils sont les acteurs les plus aptes à organiser et à diriger les services de santé locaux. Donc, commencer le modèle actuellement en Grande-Bretagne. Donc, le ministère de Santé alloue 80% de son budget au Clinical Commission Group et au Foundation Trust. Donc, les hôpitaux sont toujours payés à l'activité par les Clinical Commission Group. Et par contre, les médecins généralistes, eux, sont toujours payés directement par la NHS, ils ne se payent pas eux-mêmes, selon le principe de la capitation, c'est-à-dire par rapport au nombre de patients qu'ils ont dans leur patientèle et à la proportion qu'ils ont de maladies chroniques. Et il y a une part de leur rémunération qui est à la performance depuis à peu près 2004. Et ils ont environ 146 indicateurs de santé publique de performance. Au début, ils étaient très contents de leur politique de paiement à la performance. Ils pensaient qu'ils allaient améliorer bien la qualité des soins. Et finalement, la qualité, elle est pas mal orientée vers ces indicateurs et pas sur le système de santé en général. Bon, après, le patient, aujourd'hui, il a quand même une petite partie à payer, comme les soins ophtalmo, les soins dentaires et une partie des médicaments. Bon, malgré cette organisation, ce système assez organisé, il y a pas mal de soucis dans le système anglais. C'est le plus grand système de soins publics. Les dépenses de santé ont longtemps été les plus faibles en moyenne de tous les pays, de la moyenne des pays de l'OCDE. Mais en parallèle, il y a à peu près 12% de la population qui a une assurance totalement publique. Il y a toujours des files d'attente qui sont très longues pour l'accès aux soins secondaires. Et ils connaissent depuis quelque temps une diminution de leur espérance de vie due à une difficulté d'accès des patients aux soins secondaires. Et maintenant, je vais vous présenter le système de santé du Québec. Donc, le système de santé québécois est également un système de santé public, l'État agissant comme principal assureur et administrateur. Et le financement des services de santé et des services sociaux repose essentiellement sur la fiscalité générale du Québec et une partie provient de la fiscalité de l'État fédéral, donc du Canada. Donc, l'assurance maladie, c'est la Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ, qui prend en charge la totalité des frais médicaux et des frais d'hospitalisation des personnes résidant au Québec. Donc, par ailleurs, ils ont une petite partie où ils doivent prendre des assurances privées pour les médicaments et pour les soins dentaires et ophtalmo. Bon, le système de santé au Québec est toujours donc le service de santé et les services sociaux sont intégrés au sein d'une même administration et ils sont vraiment gérés ensemble sur le territoire. Donc, les fonctions de responsabilité sont réparties entre le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et les CISSS ou CIUSSS, c'est les centres intégrés de santé et de services sociaux ou les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux. Donc, comment ça se passe? Ces CISSS recoupent les différents services publics et les services sociaux sur un territoire donné. Donc, ils se composent d'un centre hospitalier, d'un centre local de services communautaires, donc on verra tout à l'heure, d'un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée, et d'un centre de réadaptation. Après, ça dépend des territoires, mais ça, c'est un peu le fonctionnement de base. Donc, c'est les soins publics. Les personnes qui travaillent là-dedans sont salariées des CISSS. Et la mission des CISSS, c'est d'assurer l'accessibilité, la continuité, la qualité des soins destinés à la population et à leur territoire. Mais en plus, ils assurent la coordination de tous les services de santé et les services sociaux du territoire, donc comme les groupes de médecine familiale, d'autres hôpitaux privés, d'autres services communautaires ou
les services d'urgence ambulatoires ou les services de visite à domicile pour les personnes âgées. Maintenant, je vais vous parler des centres locaux et des services communautaires. Donc, ils ont été créés en 1970. Le but du gouvernement, c'était de regrouper les soins primaires et les services sociaux dans un même endroit. Et c'était un petit peu la porte d'entrée pour le système de santé. Mais ça n'a pas trop fonctionné parce que les médecins n'ont pas voulu se salarier. Ils ont préféré garder leur paiement à l'acte, qui était plus rentable. Et donc, les CLSC, ils ont gardé une petite activité de soins primaires, mais ils sont surtout des services sociaux courants et des services de santé publique pour la population du territoire. Donc, dans une perspective de prévention et de promotion de la santé et du bien-être, les CLSC offrent des services de soins primaires et des consultations médicales, de soins infirmiers, des services à domicile pour les personnes âgées, mais c'est aussi des centres de dépistage de maladies sexuellement transmissibles, des cliniques de vaccination, c'est un endroit où on peut faire des prélèvements sanguins, et programmes de périnatalité et aussi des centres de prise en charge pour les santé mentales. Ils ont aussi pas mal un rôle d'orientation des patients dans le système de santé québécois. Mais là où il y a les services de première ligne, où il y a la médecine générale, c'est dans les groupes de médecine de famille. Donc, c'est des groupes qui regroupent plusieurs médecins de famille, souvent entre 7 et 10. Et donc, l'un des piliers de cette approche, c'est une approche pluridisciplinaire. Ils essayent de développer pas mal le travail en groupe. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces centres de famille? Il y a donc des infirmières auxiliaires, qui sont les infirmières comme chez nous, qui travaillent sous une prescription médicale d'un médecin. Mais il y a aussi les infirmières cliniciennes. Elles ont un master et elles ont la possibilité de faire de l'éducation thérapeutique, mais aussi elles ont une possibilité de prescription sous une ordonnance collective, sous la responsabilité d'un médecin et qui est encadrée par un protocole. Donc, par exemple, moi, quand je suis allée au Québec, je suis allée dans un centre de vaccination pour le voyage. Et les patients venaient au centre de vaccination, ils étaient vus par l'infirmière. Et il y avait un protocole qui disait, selon tel pays, quelle vaccination fallait faire. Et s'il n'avait pas d'antécédents particuliers, s'il n'y avait pas de contre-indication particulière, elle gérait, elle prescrivait les vaccins, elle les faisait sans avoir à demander au médecin. Et ça restait sous la responsabilité du médecin. Et ça se fait dans différents types de soins primaires aussi, pour d'autres actes en soins primaires. Et après, il y a un autre type d'infirmières, c'est les infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne. Alors, elles aussi, elles ont un master, mais par contre, elles ont la possibilité de suivre des patients chroniques qui sont stabilisés. Par exemple, une hypertension qui est stabilisée, c'est elles qui peuvent les revoir tous les 3 mois pour represcrire le traitement. Et après, elles peuvent aussi faire des petits actes de soins primaires, tels que prendre en charge une angine, une otite ou un rhume, sans avoir besoin de passer par le médecin. Et après, dans ces centres, il y a aussi des travailleurs sociaux, des pharmaciens, des nutritionnistes, des kinés, et voilà. Et donc, la concertation pluridisciplinaire est très développée et très étudiée dans ce genre de soins, et il parle de trajectoire de patients. Et l'autre chose qui est assez intéressante, c'est les gestionnaires de cas. C'est qu'une infirmière ou un travailleur social peut coordonner les soins d'un patient qui est compliqué, c'est-à-dire qu'elle va gérer tous ses rendez-vous et interagir avec tous les acteurs que le patient a besoin de voir dans ce cas. Voilà, je vais laisser la parole à Julien. Merci Dr Vandendrich pour cette belle présentation. Alors, maintenant que ces 3 systèmes de santé ont été présentés, comment faire si on souhaite les côtoyer d'un peu plus près? Dr Artini, pouvez-vous nous expliquer comment la médecine générale se structure à l'échelle internationale et comment faire pour s'y engager durant l'internat ou même après? Oui, je peux. Bonjour à tous. Alors, je parle beaucoup, je vais essayer d'être court, de toute façon, ils vont me rappeler à l'ordre. J'ai des conflits d'intérêts qui font que je dois être présent ici, en fait, avec vous, pour pouvoir vous parler de mon expérience. C'est que je suis président, comme
Daria l'a dit, de Saint-Exupéry Network, c'est le réseau français de promotion de la médecine générale à l'international. Et je suis aussi policy officer du réseau Vasco da Gama Movement. Alors, j'arrête pas les bandits. Policy officer, ça veut juste dire responsable politique. Et Vasco da Gama, on regardera tout à l'heure ça ensemble, c'est l'organisation européenne des jeunes et futurs médecins généralistes. Bon, là, j'ai eu un petit spoil tout à l'heure. Daria a déjà parlé de ça. Et puis, on a eu droit à la version française de la Wonka ce matin avec professeur Dio. Est-ce que, avant d'assister à cette session aujourd'hui pour le congrès de l'ISNAR-IMG, vous connaissiez la Wonka? Levez la main ceux qui connaissaient déjà la Wonka. Eh ouais, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. La Wonka, c'est l'Organisation mondiale de la médecine générale, ou médecine de famille, comme disent nos amis canadiens ou nos amis suisses. Et c'est pas n'importe quoi, c'est quand même une organisation qui est énormissime. Elle a été créée en 1972. Elle compte plus de 130 organisations. Ça représente plus de 110 pays dans le monde. Et toutes ces organisations-là représentent et fédèrent 500 000 médecins généralistes qui participent à la couverture de santé de 90% de la population mondiale. Donc c'est pas rien. Et vous en faites partie de ça. C'est une organisation qui est supranationale, c'est un peu énorme, on a l'impression de... Bon, on ne sait pas très bien à quoi ça sert parfois. En fait, ça va discuter avec des homologues qui sont ses équivalents au niveau mondial, comme l'Organisation mondiale de la santé. Et à l'image de cette Organisation mondiale de la santé, elle est séparée, elle est subdivisée, cette Wonka World, en 7 grandes régions, qui sont des régions géographiques, pour que vous puissiez comprendre un petit peu, et puis on va descendre là pour arriver jusqu'à nous en France et jusqu'à vous. Il y a 7 régions au total. Chacune de ces régions a une organisation qui est globale, qui comprend les seniors, les juniors, et il y a une organisation, un réseau qui est destiné aux jeunes et futurs médecins généralistes. Donc vous avez en Amérique du Nord, bon, ils veulent toujours changer un petit peu la donne et avoir leurs petites choses un peu particulières là-bas. Comme il y a 2 organisations énormissimes, c'est-à-dire l'association canadienne et l'association américaine, il n'y a pas de Wonka Amérique du Nord. Donc ces 2 associations adhèrent à la Wonka World et participent à ça. Et vous avez Polaris, qui est l'organisation des jeunes médecins et futurs médecins généralistes au niveau de l'Amérique du Nord. Vous avez la Confédération ibéro-américaine en Amérique du Sud, avec Wainakai. Ensuite, en Afrique, avec AfriOne. Puis, en Asie, vous avez 2 structures pour l'Asie-Pacifique et l'Asie du Sud, avec The Spice Route et le Raja Kumar Movement. Pour le Moyen-Orient, Al-Razi. Et pour nous, vous avez Vasco da Gama, qui est dépendant de la Wonka Europe. Donc, dans ces 7 régions-là, vous avez des Wonka. Donc, à part l'Amérique, là, qui fait son petit truc à part, avec la Confédération ibéro-américaine et les 2 assos au nord. Sinon, vous avez Wonka Afrique, Wonka Moyen-Orient, Wonka Europe, Wonka Asie du Sud, Wonka Asie Pacifique. Et chacune de ces organisations a une structure jeune qui sont présentées ici. Si on revient sur l'Europe, nous, on fait partie de ça. Wonka Europe. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand je dis Europe, il ne faut pas penser Union européenne. Il faut penser Europe au sens géographique du terme. C'est-à-dire que la Wonka, c'est 44 pays représentés. Donc il y a la France, mais il y a aussi le Kazakhstan, il y a Israël, il y a la Russie. Et donc tous ces pays-là rentrent dans le cadre de la Wonka. La Wonka, c'est l'organisation. La Wonka Europe, c'est l'organisation régionale la plus vieille de la Wonka Monde. Du coup, elle a créé des organisations filles sur des domaines d'intérêt particuliers. Je vais vous les citer un peu rapidement pour que vous connaissiez les noms, que vous sachiez un petit peu. Vous allez comprendre pourquoi dans le type d'échange que vous pourrez faire, parce que vous pourrez faire des échanges autour des événements réalisés par ces structures. Il y a une structure européenne qui est destinée à la recherche, les GPRN, une autre à la prévention, qui s'appelle Europrev, une autre pour la qualité et sécurité des soins, qui s'appelle EQUIP, Euract pour l'enseignement, Euripa pour la médecine rurale, et évidemment, pour nous tous, Vasco da Gama. Toutes ces structures, y compris la Wonka, ont des congrès. Chaque année, pour certaines d'entre elles, parfois 2 fois par année. Nous, on va se concentrer un petit peu sur le côté Vasco da Gama, ce que ça peut nous apporter en France. Donc si on résume, vous avez la Wonka Monde, la Wonka Europe, les jeunes en Europe, c'est Vasco da Gama, et puis ici en France, Vasco da Gama, c'est représenté par Syntex.
Donc là, on va entrer dans le vif du sujet pour voir les 3 types d'échanges que vous pouvez réaliser dans le cadre des échanges de Vasco da Gama. Vous avez les échanges Hippocrates, les échanges Family Medicine 360 et les conférences Exchange. Je vais passer assez rapidement dessus, c'est juste que vous ayez une idée globale, après vous pourrez poser vos questions, et puis après Sophie nous fera part de son expérience dans ces échanges. Les échanges Hippocrates, c'est un échange de 14 jours dans un des pays de la région Wonka Europe. C'est-à-dire que si vous voulez faire un stage au Kazakhstan, c'est dans le cadre de cet échange que vous allez partir. Donc, généralement, c'est maximum 14 jours. C'est un stage qui est sujet médecin généraliste, c'est un stage en observation. Comment on part, etc., les modalités. On a eu droit à un magnifique flash actu sur le temps de travail des internes. Il y a des possibilités, en plus de vos congés personnels, de combiner vos formations personnelles pour pouvoir partir. Et généralement, c'est à votre charge en termes de billets, etc. Après, souvent, vous pouvez être logé sur place, mais on en rediscutera après. Family Medicine 360, c'est la même chose, sauf que vous pouvez partir un peu plus longtemps. C'est sur 1 mois max dans tous les pays hors de la région Europe. Et donc, c'est pareil, médecin généraliste, en stage d'observation. Et à ce moment-là, nous allons travailler avec nos homologues de toutes ces structures que je vous ai présentées avant pour pouvoir vous trouver des accueillants dans les pays où vous voulez pour pouvoir partir. En pratique, comment on fait? On passe par Syntex et on va contacter le National Exchange Coordinator français. Et elle est dans cette salle. En fait, c'est Sophie. C'est elle. C'est Sophie qui coordonne les 2 échanges Family Medicine 360 et Hippocrates en France, au départ et à l'arrivée en France. Donc c'est elle qu'il faut contacter pour pouvoir poser vos questions, monter les dossiers. Il faut prendre un peu de temps, c'est prévoir à l'avance, mais c'est possible de partir, y compris quand on est interne. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais quand je dis jeune, ça comprend tous les internes et quand on a fini l'internat, jusqu'à 5 ans après. Donc c'est assez vaste, les jeunes au plan international. Ça comprend tous les gens en formation initiale et puis tous ceux qui ont fini depuis moins de 5 ans. Ensuite, mon type d'échange favori, alors ça c'est très personnel, hein, c'est les conférences Exchange. C'est un peu la même chose que les 2 échanges dont j'ai parlé avant, sauf que c'est en marge d'un événement. On aurait pu organiser une conférence Exchange autour du congrès de l'ISNAR-IMG par exemple. En fait, l'idée, et on l'organise nous Syntex autour du CMGF, là il y a quelques photos de nous l'année dernière, on accueille des médecins étrangers qui viennent passer 2-3 jours dans un cabinet de médecine générale pour faire une espèce de mini-échange et après ils vont assister à la conférence en question. Donc là, c'était le CMGF. Et l'avantage, dans certains types de conférences Exchange, c'est que vous pouvez parfois avoir des avantages un peu en nature, c'est que là, ils ne payent pas le CMGF, par exemple. C'est le style qu'on a. Oui, je vois des sourires, bon, il y a des avantages en nature autres, mais c'est à vous de voir pendant votre échange. L'avantage et la différence par rapport aux autres types d'échanges, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous êtes plusieurs, et donc même si vous allez chez le médecin généraliste et que vous êtes seul, vous pouvez vous retrouver en groupe et pouvoir vous fédérer avec des médecins qui sont d'autres cultures, d'autres régions. Il y en a autour de chaque gros congrès. Et là, vous nous voyez, là, on était plus d'une vingtaine qui représentaient, et on représentait là les 7 régions de la Wonka. C'était à Cracovie l'année dernière. Vous voyez le petit drapeau là qu'affiche André, enfin le petit truc blanc là. On était, je sais pas, une vingtaine de pays représentés. C'était assez énorme, c'est génial, une vingtaine quoi. Et c'était juste avant le congrès de la Wonka Europe. Donc, moi j'y ai participé, donc j'ai été 2-3 jours chez un médecin généraliste polonais. Et après, j'ai assisté à la pré-conférence Vasco da Gama et au congrès de la Wonka Europe. En pratique, comment on fait? C'est encore nous à Syntex. Là, vous contactez un autre nom infâme, Conference Exchange Coordinators. Pourquoi c'est au pluriel? C'est parce qu'elles sont 2 en France. C'est Diana et Cécile, qui font partie de Syntex, qui, elles, coordonnent, qui organisent la conférence Exchange qu'on fait autour du CMGF et qui vous permettent de partir après dans les conférences Exchange qu'il y a dans le monde entier régulièrement. Merci de votre attention. J'ai voulu le faire assez court pour que vous ayez une idée un peu globale. J'espère que j'ai été court. Voilà. Il y a toutes les infos là. Vous n'hésitez pas à nous poser des questions tout à l'heure. Et donc, je vais passer la parole à Sophie.
Merci, Dr Artini, pour ce beau panorama. Je suis sûre que votre présentation a déjà réveillé l'intérêt de beaucoup d'internes dans l'audience. Et maintenant, je me tourne vers vous, Dr San, afin que vous nous partagiez en quoi votre expérience à l'international a enrichi votre pratique quotidienne de façon concrète. Je suis Sophie San, médecin à Lyon, et je suis donc National Exchange Coordinator en France. Et je suis rentrée dans l'association en fait après avoir fait mon premier échange pendant l'internat. Donc j'ai pu bénéficier des 3 types d'échanges. Donc je vais essayer d'un peu vous les décrire, un peu ce que j'ai pu en garder pour vous donner envie, j'espère. Donc, sur le moment, il y a pas mal de choses dont on bénéficie, sur le plan du tourisme déjà, pour la culture, comprendre aussi ce que fait un médecin généraliste et un peu plus aussi sur le système de santé. Je vais illustrer ça sur mes 3 échanges. Donc, mon premier échange, c'était au Japon, donc un Family Medicine 360, en 2015, entre mon 5e et 6e semestre. Donc, effectivement, vous avez des jours de formation que vous pouvez poser. Donc, comme vous avez une demi-journée par semaine pendant 6 mois, ça fait 14 jours. Donc, voilà. Et j'étais allée au Japon, j'ai passé 2 semaines à Tokyo et 2 semaines à Izuka, donc une petite ville près de Fukuoka. Alors, la première photo à droite, vous pouvez voir des Japonais qui sont en train de prendre en photo un train. Donc moi, ça m'avait beaucoup surprise. Je ne serais jamais allée dans un endroit paumé à la campagne pour prendre un train en photo. Et voilà, ça m'avait beaucoup surprise à quel point ils aimaient leur système ferroviaire. Et le monsieur avec des petites bandelettes là sur son haut, c'était un kiné qui avait vécu en Angleterre et qui m'hébergeait en fait pendant les 2 semaines. Et une fois retourné au Japon, il n'a pas pu continuer sa profession, même s'il aimait beaucoup, parce que les Japonais ne vont pas beaucoup voir les kinés, parce qu'ils ont déjà en fait une très très grande technique de massage traditionnel, le shiatsu, et puis aussi la technique chinoise. Donc du coup, ils vont voir le kiné généralement pour la kiné à la marche, pour les personnes âgées ou des choses comme ça. Donc, comme il n'a pas trouvé de travail, il est devenu manager dans une clinique qui s'occupait essentiellement de visites à domicile. Donc j'ai passé 2 semaines là-bas. Et là-bas, en fait, les médecins généralistes ont la possibilité d'avoir un forfait qui correspond à peu près à 300 € par mois par patient pour aller le voir en visite toutes les 2 semaines. Donc ça fait 150 € la consulte. Mais en retour, dans le forfait, il y a aussi le fait d'être joignable par téléphone H24. Donc généralement, ils se mettent en groupe pour le faire. Et du coup, vu le montant qui est fourni pour cette prise en charge, nous y allions. En fait, il y avait le médecin, il y avait une infirmière tout le temps, et il y avait le chauffeur. Parce que du coup, dans la voiture, il discutait du dossier du patient suivant pour pouvoir y aller. Donc, il voyait 8 à 10 patients par demi-journée. Voilà. Sur 5 jours par semaine, sur 2 semaines, pour avoir une idée du nombre de patients. Et donc, au Japon, ils mettent vraiment l'accent sur le domicile, parce qu'il y a une population quand même assez âgée au Japon. Et donc, il faut bien les prendre en charge. Et ce qui m'avait beaucoup surprise, c'est qu'il y a des personnes qui, en France, ne pourraient pas du tout rester à domicile à cause de troubles cognitifs extrêmement avancés ou des soins extrêmement lourds. Et là-bas, ils pouvaient rester chez eux. Donc, c'était assez impressionnant. Une autre expérience qui m'avait beaucoup marquée, c'est j'avais demandé aussi à voir plusieurs services, des urgences, les gynécos, ce qu'ils faisaient à la fac, des soins palliatifs. Et dans un service de soins palliatifs qui ressemblait plus à une maison de retraite, parce qu'il y avait la moquette partout, il y avait un piano dans l'entrée, voilà. Les chambres étaient vraiment bien faites. Quand on entrait, il y avait un rideau avant de voir le lit, donc on a l'impression qu'il y avait une entrée dans la chambre, donc on ne pouvait pas vraiment surprendre le patient en soins, par exemple. Et un patient était décédé, donc j'avais assisté à la toilette mortuaire.
Et ensuite, en fait, on était 5-6 à accompagner le patient jusqu'à dehors, jusqu'au corbillard, en fait. On a salué la famille. Et ensuite, on a fait la courbette de salut jusqu'à ce que la voiture disparaisse. Donc, on a accompagné vraiment le patient jusqu'au bout. Voilà. La deuxième photo, en fait, elle vient de d'Izuka. Donc, c'est une petite ville dans le Kyushu. Donc, c'est la grande île carrée en bas de l'île en carotte, là. Voilà. Et donc, j'ai passé 2 semaines dans un hôpital local, payé et financé par une assurance, donc un peu comme une clinique mutualiste. Et il n'y a que des médecins généralistes en médecin là-bas. Même le manager était un ancien médecin généraliste. Et au rez-de-chaussée, donc, il y avait les consultations, il y avait un scanner, il y avait des gastroscopies, et tout était fait par les médecins généralistes. Après, les scanners étaient revus quand même par l'hôpital local à côté, enfin l'hôpital un peu plus grand. Et il y avait un étage avec de la kiné, donc les personnes âgées avaient l'habitude de venir, ils avaient une espèce de bus de ramassage pour venir faire leur kiné et puis repartir. Donc ils avaient connaissance des locaux, ils voyaient leur médecin souvent, il y avait des consultations donc normales, et après dans les étages il y avait des lits de SSR, d'hospitalisation de répit, etc. Et donc, en tant que médecin, on avait ces consultations, on avait ces patients dans les différents lits, enfin dans les différents services, et la continuité des soins dans les services était faite par les équipes infirmiers. Voilà. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir ce mix entre l'hospitalier, l'ambulatoire, et surtout d'avoir toujours les mêmes médecins qui s'occupent des patients. Alors, j'ai aussi fait un stage Hippocrates au Royaume-Uni en 2017 quand j'étais remplaçante cette fois. Et donc la photo de gauche, c'est le logiciel qu'ils utilisaient. Donc c'est un patient test, il n'y a pas de souci. Et en fait, donc comme l'a déjà dit Juliette, j'étais donc dans une clinique publique et donc tout est centralisé, géré par l'État. Il y a 3 logiciels, par exemple, médicaux différents qui sont vraiment interopérables. Et donc dans ce genre de dossier, en fait, on peut avoir les mots des médecins qui ne sont pas du tout du cabinet, les mots des médecins hospitaliers, les comptes rendus, tout est là. Donc c'est vraiment très pratique. Quand un patient déménage, eh bien, son dossier, il n'a pas besoin de s'en occuper. Ça retourne dans un serveur national et après, c'est renvoyé dans la clinique où il décide d'aller. Et les logiciels sont faits aussi avec des alertes parce qu'en fait, là-bas, les consultations durent 10 minutes. Donc c'est très court. Les médecins travaillent entre 8h et 16h30 maximum. Donc après, c'est fermé, il n'y a plus personne. Mais du coup, en 10 minutes, leur rôle, c'est vraiment de ne pas louper les choses urgentes et graves. C'est l'essentiel de leur travail. Donc il y a des alertes qui arrivent en bas à droite pour demander selon certains mots-clés qui tapent dans le dossier, est-ce que vous avez vérifié ça ou ça ou ça. Voilà. Ce qui m'avait marqué aussi au Royaume-Uni, c'est qu'il y avait au moins autant de secrétaires que de médecins. Je pense que même il y en avait plus, parce que en fait là-bas, comme tout est centralisé, le médecin a un rôle très très important. Par exemple, pour les ordonnances, ils peuvent pas les faire plus d'un mois. Donc du coup, les renouvellements tous les mois se font par les secrétaires et les médecins les signent. Donc ça prend beaucoup de temps pour rien. Aussi, si les patients ne reviennent pas pour les renouvellements, il faut les recontacter au moins 3 fois. Et il faut prouver que vous l'avez fait, donc au moins 1 fois par courrier. Donc ce sont les secrétaires qui le font. Sinon, le patient peut se retourner contre le médecin. C'est quand même... Et aussi, il y a le site de la NHS où tous les médecins et toutes les cliniques publiques, en tout cas, sont trouvables. Et si un patient se plaint, met un commentaire, il y a un délai maximum durant lequel la clinique doit répondre à ces commentaires. Donc du coup, il y a quelqu'un qui s'en occupe parce que les médecins ont autre chose à faire. Et vraiment, ce qui m'avait marqué, c'était que il y a une phrase que j'ai vraiment entendue dans la bouche de tous les médecins, c'était « What a waste of my time ». Quelle perte de temps, quoi. Donc ils étaient assez stressés, pressurisés en fait. Donc avec leur consultation de 10 minutes, là, ils avaient aussi des consultations téléphoniques payées, ils avaient aussi des visites à domicile et par contre tout était payé. Le fait de faire des ordonnances, de produire un certificat, de faire un duplicata d'ordonnance, tout était payé. Enfin coté puis payé, mais coté par les secrétaires. Voilà.
Et puis la deuxième image, c'est parce que j'ai pu pas mal me promener aussi. J'ai eu la chance d'être hébergée là-bas par une interne. Et côté culture, j'ai pu voir à quel point les Anglais sont attachés aux chiens de race. Enfin, j'ai jamais vu des gens aussi attachés aux détails. Mon chien, alors, il aurait dû avoir les oreilles tombantes, mais c'est pas le cas. Enfin bref, c'était assez amusant. Donc on partait souvent se promener avec le chien. Et donc, pour finir, les Conf Exchange, donc j'ai pu en faire 3. En sachant que même si je suis à Saint-Exupéry, je ne me suis jamais fait passer avant des candidatures. Donc n'hésitez pas à candidater, il y a de la place. Voilà. Donc j'ai pu en faire 3 et c'est vraiment très bien pour commencer. Donc comme l'a dit Julien, il y a vraiment une super ambiance, on n'est pas tout seul, on s'ennuie pas pendant les congrès, on sait quoi faire de nos soirées. Alors évidemment c'est un petit peu plus superficiel. Parce qu'en 2 jours, on voit que les grosses différences, mais ça permet quand même de voir des choses très intéressantes. Par exemple, moi, dans tous les pays où je suis allée, il y avait toujours des personnes avec les médecins, qui étaient soit des infirmières, soit des assistantes, soit même des puères, enfin des puéricultrices. Mais voilà, ils travaillaient jamais tout seuls, y compris en Croatie, y compris en République tchèque, où pourtant le niveau de vie n'est pas non plus très élevé, ni leur salaire. Mais voilà. Sur les consultations en Israël, en Croatie, enfin dans la plupart des pays, en fait, ils voient une moyenne plutôt de 30 patients par jour, enfin 30 consultations par jour, et quand ils ont des grosses journées, ça monte à 50 voire plus. Donc voilà, c'est vraiment pas du tout la même pratique. Ça me permet de mettre d'encore plus apprécier, je trouve, le temps qu'on peut passer en consultation. Il y avait quelque chose en Croatie qui m'avait beaucoup marqué, c'est que dans le dossier médical, il y avait une alerte arme à feu. Donc on savait qu'un patient avait porté une arme à feu, et si on prescrivait des anxiolytiques, une benzo ou des antidépresseurs, on devait lui dire d'aller voir un psychiatre. C'était obligatoire. Et s'il ne le faisait pas, ensuite il avait un courrier de la police, et si après il le faisait vraiment pas, on lui enlevait son arme. Et comme on le savait, c'est que en fait, le dossier était couplé avec les fichiers de la police. Donc voilà, c'était assez surprenant, mais je pense pas que ça passera un jour en France. Mais voilà, c'était assez intéressant quand on sait que quand même le fait d'avoir une arme létale est un grand facteur de risque chez les patients suicidaires. Donc voilà. Et le rôle du généraliste aussi est très très différent selon les pays. Par exemple, en République tchèque, qui est donc un ancien pays communiste, les médecins généralistes ne font pas de pédiatrie, ils ne font pas de gynéco, mais par contre ils font énormément de médecine du travail et beaucoup de consultations de routine ou de prévention, où ils voient les travailleurs, ils doivent les voir très 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 souvent. Voilà. Donc j'espère que... J'ai encore une diapo. Donc... voilà, quand on part, vraiment, on peut on profite beaucoup. Et finalement, après, ce qui reste, c'est qu'on a beaucoup plus de distance par rapport au discours dominant, quel que soit le sujet, en fait, sur notre pratique. On prend beaucoup de recul. Et dans sa propre pratique aussi de tous les jours, on se remet beaucoup plus en question sur les habitudes de chacun. On n'a pas forcément envie de reproduire ce qu'on a vu chez ses maîtres de stage. On apprécie donc beaucoup plus ce qu'on a dans notre système de santé. Ça met aussi vraiment en valeur l'importance du système de santé dans lequel on est. Ça forge complètement notre pratique. Et donc, on s'aperçoit aussi que rien n'est impossible quelque part, parce que notre pratique, elle est le fruit de choix politiques, de choix des médecins, des instances, etc. Donc tout peut changer. Ça donne envie de protéger ce qu'on a déjà, et ça donne envie aussi de militer, au moins de s'intéresser à ce qui est à venir, parce que ça... Enfin voilà, on sait que ça a beaucoup d'impact, et si les choses se font autrement ailleurs, c'est que nous aussi on peut les faire. Voilà. Et pour le patient, on a vraiment une approche complètement différente. Dans les différents pays, les attentes ne sont pas du tout les mêmes.
Par exemple, au Japon, j'avais vu aussi un centre de dépistage pour les femmes. C'était dans un immeuble de grand standing. Donc déjà, le hall, quand on rentre, il y avait 2 hôtesses pour entrer voir dans ce centre, très bien habillées. On a l'impression d'être dans un hôtel de luxe. Et il y a de la moquette, il y avait de l'aromathérapie. Alors, elles avaient des pantoufles, elles se changeaient, etc. Elles avaient de quoi se protéger les épaules pour pas avoir froid. Elles avaient une vidéo. Après, elles avaient tout un parcours. Il peut avoir une densitométrie, avoir une écho, enfin tout plein d'examens. Et à la fin, il y a le gynéco avec les prises de sang et tout ça, et qui leur disait si ça allait bien, si ça n'allait pas. Et elles pouvaient venir tous les ans, tous les 2 ans, selon ce que leur assurance privée leur remboursait. Donc voilà, les attentes des patients sont vraiment très différentes selon les pays, selon le milieu, et on l'apprécie vraiment plus. Voilà. Donc merci de votre attention, et puis j'espère que je vous ai donné envie de voyager. Merci, Dr Sen, pour ce retour d'expérience. Peut-être que toutes ces interventions suscitent des questions. Si vous voulez en poser, la parole est à vous. Il y a une question là. Bonjour. Moi, je voulais surtout savoir, c'est quoi le rôle du stagiaire quand vous avez voyagé dans les pays que vous avez décrits. Est-ce que vous participiez à la consultation? Est-ce que vous étiez plus dans l'observation? Voilà. Et deuxième question, au niveau de la langue, comment ça s'est passé pour vous? Alors, pour les stages, on est forcément en observation pour pas être en exercice illégal de la médecine. Après, s'il y a vraiment quelque chose de particulier, on peut aider à l'examen. Donc voilà, on est en observation. Le fait de pas comprendre la langue, c'est assez intéressant parce qu'on se concentre vraiment sur le non-verbal. Après un échange d'1 mois, j'ai vraiment demandé 2 semaines et 2 semaines pour pas rester toujours à avoir les mêmes choses, et j'ai demandé à avoir énormément de choses, mais on peut poser beaucoup de questions. Les gens sont les patients sont très gentils, ils sont un peu fiers aussi que leur médecin accueille quelqu'un qui vient de l'étranger, et c'est pas du tout un problème de pas parler la langue locale. Après, quand j'étais en Angleterre, je comprenais les consultations, mais par contre, j'intervenais pas, surtout dans les consultations de 10 minutes, on n'a pas trop envie de leur faire perdre du temps. Mais les deux étaient vraiment très intéressants. Il ne faut pas avoir peur de l'anglais, hein. La plupart des gens ne parlent pas très bien anglais non plus, et on arrive à bien se comprendre. Et la deuxième question. C'était tout ? Juste, ça vous fait vous rendre compte aussi, le côté d'observation, c'est pour ne pas que vous soyez un exercice illégal de la médecine. Ça pose des problèmes d'assurance et des problèmes de légitimité d'exercice à l'étranger. Donc peut-être que certains d'entre vous ont des questions sur aller faire un semestre à l'étranger. Donc vous comprenez la difficulté d'organiser un semestre à l'étranger pour vous protéger, vous, si vous arrive quelque chose en exercice là-bas, enfin, dans le pays où vous êtes. Et deuxièmement, après, la réticence de certains départements de médecine générale de valider un stage où vous ne pouvez pas du coup vraiment exercer et donc acquérir des compétences qui seraient validantes pour votre maquette. Une question en haut, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et alors, concrètement, si on veut partir en petit stage d'1 semaine, de quelques jours, combien de temps à l'avance il faut s'y prendre? Et est-ce qu'on peut faire ça sur tous nos stages? Est-ce que c'est mieux de le faire chez un stage chez le généraliste? Ou théoriquement, on peut le faire n'importe quand? Alors, on peut vraiment le faire n'importe quand. Donc, moi, j'avais fait entre mon 5e et 6e semestre. J'étais en gériatrie, après, j'étais en SASPAS. Mais je les ai quand même prévenus bien à l'avance. Mais voilà. Par contre, il faut s'y prendre, je dirais, au moins 6 mois à l'avance, 6 à 9 mois. Pour les pays anglophones, plutôt 9 mois, en fait. Pour les pays anglophones, on ne peut pas trop... vous êtes sur liste d'attente, et puis quand ils vous disent qu'il y a une place, soit vous avez de la chance et ils peuvent vous prendre sur une plage très large, par exemple, vous avez 3 mois de délai et vous trouvez quand vous voulez, soit ils ont vraiment une date précise.
Après, pour la plupart des autres échanges, si vous dites vraiment, moi, je veux partir ces 2 semaines-là, si vous y prenez un petit peu en avance, on vous le trouve. Et c'est bien, parce que comme ça, vous pouvez déjà anticiper. Et comme ça, quand vous arrivez en stage, vous pouvez dire, voilà, pendant ces 2 semaines, je ne serai pas là, je pose mes congés de formation, mes jours de formation. Et pour les conférences exchange, quand vous allez sur soit les réseaux sociaux de Saint-Exupéry Network ou de Vasco da Gama, vous avez régulièrement les conférences exchange qui sont éditées. Et donc généralement, en fait, il y a une deadline, vous envoyez votre petit dossier pour participer à la conférence exchange. Et il faut être un peu à l'affût. Une fois que vous envoyez le dossier, vous êtes sûr, en fonction des modalités de la conférence exchange, vous êtes accepté ou pas. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir, du coup, quand on candidate sur un pays, sur une ville ou sur un praticien en particulier. Et aussi, vous parlez d'échange. Est-ce que sur un échange, ça veut dire qu'on accueille quelqu'un au retour ou pas? Et au niveau de l'hébergement sur place, comment ça se passe? Alors, on candidate pour un pays. Après, si vous connaissez déjà un médecin, c'est beaucoup plus pratique parce qu'il n'y a pas de liste d'attente, vous voyez avec lui directement. Et nous, on peut quand même valider, entre guillemets, l'échange, vous faire un certificat, etc., vérifier que tout soit bien fait. Mais voilà, quand vous candidatez dans un pays, vous pouvez dire, voilà, moi, je voudrais que ce soit à la campagne parce que c'est ce qui m'intéresse, ou je veux telle région, proche de telle ville. Si vous avez pas, du coup, plutôt ailleurs, on essaie de s'adapter, vraiment. Et... il y avait quoi d'autre comme question? Ah oui, l'échange. Oui. Vous n'êtes pas obligé d'accueillir quelqu'un en retour. En Angleterre, ils sont obligés parce que du coup, il y a tellement de demandes. Voilà, ceux qui veulent partir sont obligés de trouver un stage pour quelqu'un d'autre. Mais non, vous n'êtes pas du tout obligé d'accueillir après ou trouver une place pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et pour l'hébergement, vous pouvez demander. Dire que moi je peux partir que s'il y a un hébergement, et là on essaie de vous trouver quelqu'un qui vous héberge. Ça dépend vraiment des lieux. Voilà. Merci. Par contre, le jour où vous serez installé, vous pouvez devenir maître de stage et accueillir des étudiants étrangers Hippocrates. Bonjour. Vous dites que si vous connaissez déjà le nom du médecin, si vous connaissez déjà le médecin chez qui vous voulez aller, on vous contacte après. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi on aurait besoin de vous contacter si on connaît le médecin? Alors, vous n'êtes pas obligé, mais souvent ça donne quand même un cadre et ça vous, si vous remplissez, en gros, il y a un dossier à remplir et après un rapport à écrire. Ça permet un petit peu de mettre un cadre et donc, si le médecin, par exemple, n'est pas sûr de pouvoir vous accueillir, vous présenter au patient, il ne sait pas trop. S'il ne veut pas avoir de soucis, en fait, ça vous donne vraiment un statut de stagiaire en fait reconnu. D'accord. Voilà, c'est plus pour ça. Mais vous n'êtes pas obligé, effectivement. C'est organisé pour qu'il y avait protéger. des garanties d'assurance, des choses comme ça, peut-être, que vous aviez avec votre association? Non, c'est pas forcément quelque chose en termes assurantiels. C'est juste que les programmes d'échange Hippocrates, c'est des programmes européens. Donc, c'est pas que vous qui allez vous engager à faire des écrits ou à signer quelque chose, mais aussi les maîtres de stage, les accueillants en tout cas, qui vont vous accueillir pour pouvoir vous recevoir dans les meilleures conditions. Donc, c'est des engagements des deux parties. Donc, ça vous protège un petit peu dans le cadre de votre échange. Merci. Il y a encore des questions? Oui. Alors pour aller plus loin, est-ce que vous aidez éventuellement les jeunes médecins thésés ou plus vieux médecins à s'installer à l'étranger? Je vois pas où tu es. Ah oui, t'es là-haut. Est-ce qu'on les aide à s'installer à l'étranger? En tout cas, on sert de conseil. C'est-à-dire que autant on a des demandes qui viennent de l'étranger pour venir en France, comme à l'inverse, certains ont des projets d'installation à l'étranger. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, parce qu'il fallait aller un peu vite, mais dans toutes les structures que j'ai présentées, évidemment, vous pouvez vous investir, y compris en tant qu'interne de jeunes médecins. Le fait de travailler avec toutes ces structures nous permet d'avoir quand même des référents internationaux dans beaucoup de pays. Et donc, on peut vous aider à vous mettre en relation et à savoir les différences avec les pays et pouvoir vous aider après alors, pas affronter le législatif, mais voir toutes les démarches qui sont à faire. Donc, on peut servir d'accompagnant sur ça, évidemment, et on a les contacts pour. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Si, merci. Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc nous arrivons au terme de notre session. Je veux remercier chaleureusement nos 3 intervenants pour leur témoignage enrichissant. J'espère qu'ils... J'espère qu'ils ont pu éveiller en vous l'envie de vous plonger dans le grand réseau de la médecine générale à l'international ou d'y creuser encore un peu plus loin si vous étiez déjà sensibilisés. Je remercie également le Bureau national de l'ISNA-IMG et surtout 2 membres, mes 2 amis qui m'ont aidé à préparer cet atelier, Marianne Sino, chargée de mission statut et formationnel interne, et Nolwenn Bouchette, chargée de mission réseau. Et enfin, je remercie chacun d'entre vous pour ce temps de partage que vous avez fait vivre par vos échanges. Et sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de notre bibliographie dont le guide de la mobilité internationale de l'ISNA-IMG sur notre stand, dans l'espace partenaire. Et n'hésitez pas à vous y rendre aussi pour discuter avec les membres du Bureau national de l'ISNA-IMG ou même avec nos intervenants qui vont rester jusqu'à demain à la fin du congrès. Marianne et Nolwenn se tiendront à la sortie de la salle pour vous proposer un flyer récapitulatif de Saint-Exupéry Network avec des éléments utiles et pratiques présentés durant cette session. Donc je vais conclure avec ce message. C'est de tous les courants d'expérience que jaillit un torrent de compétences. Merci de votre attention et bonne fin de congrès à tous.